Yorana et bienvenue dans Manava. L'intelligence artificielle est un sujet de plus en plus présent dans l'actualité et qui suscite des réactions diverses. Mais comment celle-ci peut-elle intégrer la vie courante et dans quel cadre légal celle-ci est-elle amenée à évoluer? Nos invités nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Aurélia Miras, qui est chargée d'enseignement à l'UPF et organisatrice du colloque. Bonjour. Emmanuelle Gindre, maître de conférence à l'UPF et également organisatrice du colloque. Bonjour. Maître Gilles Jourdain, qui est avocat. Bonjour. Et Lucien Pommier, qui est directeur de la DTT, donc la direction des transports terrestres. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Aurélia, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'intelligence artificielle ? Alors, dans le cadre du colloque qui est organisé donc ce vendredi, l'intelligence artificielle sur laquelle on va parler, c'est surtout l'intelligence artificielle qui va venir se substituer à l'être humain et donc venir suppléer l'être humain dans certaines tâches, comme la tâche de conduite pour le conducteur, également venir suppléer certaines tâches pour les avocats au sein des plaidoiries notamment. Voilà comment je peux la définir de manière la vulgariser. Dans ces cadres-là, elle va se concrétiser comment ? Comment est-ce qu'elle se matérialise, si elle se matérialise ? Elle va se matérialiser via des systèmes en fait informatiques qui vont être dotés d'une intelligence qui est artificielle et où certains programmateurs et concepteurs d'algorithmes vont tenter de formater le programme pour pouvoir et apprendre à la machine en fait à pouvoir se substituer à l'être humain sur certaines tâches. Bon, voilà, là on a compris que ça va être complexe. Emmanuel, est-ce que tu peux nous définir un peu plus précisément les différents thèmes qui vont être abordés lors du colloque ? Oui, donc la première matinée va être consacrée aux véhicules autonomes, donc les systèmes de véhicules qui anticipent et se substituent aux conducteurs. Alors on a déjà quelques Tesla sur le territoire, c'est un bon exemple. Et la deuxième demi-journée sera consacrée à la justice pénale. On a trouvé que c'était un bon exemple d'aborder l'intelligence artificielle dans la justice pénale parce que ça pose énormément de questions en termes de respect des droits fondamentaux, des droits de la défense, de la vie privée. Mais en même temps, collecte des données, et ainsi de suite. Voilà, mais en même temps, ça peut être une aide vraiment très efficace pour les enquêteurs. Mais se pose la question de la façon dont les juges vont appréhender des probabilités. Comment est-ce qu'ils peuvent décider sur la base de probabilités ? Est-ce que le doute profite encore à l'accusé ? Alors là, évidemment, je tourne vers Gilles, dans ce cas-là. Oui, je crois. Et comment le droit s'adapte à cette nouvelle technologie ? Alors, le droit s'adapte déjà aux nouvelles technologies, je dirais, avec le numérique qui a fait son entrée dans nos professions, à la fois avocat, juge. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on communique avec le palais de justice de manière dématérialisée dans tout ce qui est procédure écrite par le système de ce qu'on appelle le RPVA, qui est le réseau privé virtuel avocat, où les avocats communiquent avec la juridiction de manière totalement dématérialisée. Alors mais là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est que vous utilisez on va dire l'outil pour communiquer. Tout à fait. Là, je dirais, c'est une aide à la logistique communication et à la fluidité qui permet effectivement de faire l'économie du papier, en fait. Là, on franchit une étape véritablement supplémentaire avec l'aide, avec l'intelligence artificielle, puisque quelque part, on vient peut-être se substituer à l'homme, à l'homme de l'art, à la fois au juge, à la fois à l'avocat, et c'est vrai que là, ça pose des problèmes fondamentaux parce que on sait que la justice elle est rendue par des hommes, elle est humaine. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'elle est humaine que des fois elle est faillible, mais aujourd'hui, est-ce que ce remplacement par la machine va permettre une meilleure justice? Là, tout est la question. Et est-ce qu'on est en train de quand je dis on, que ce soit l'État ou le Conseil constitutionnel ou ce genre de choses, est-ce que ce genre d'organisme était déjà en train de plancher sur une adaptation des différents codes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Alors écoutez, si c'est le cas, c'est encore embryonnaire. Je crois qu'il y a des études pilotes qui sont faites, mais je dois dire qu'aujourd'hui, on en est, notamment en Polynésie, on en est vraiment pas là. On en est qu'aux prémices, mais je pense que c'est aujourd'hui une aide et un outil qui sera
à développer. Il va falloir maintenant le structurer, l'encadrer pour pouvoir effectivement que dans notre exercice professionnel au quotidien, eh bien, ce soit une aide qui permette de rendre une meilleure justice et qui permette effectivement aux justiciables d'avoir confiance dans le système. Il faut encore définir le cadre. Alors. C'est ça. Lucien, en termes de la DDT, est-ce qu'elle planche sur les opérations réalisables par intelligence artificielle ? Alors, au niveau du droit routier en Polynésie française, il y a une volonté de la Polynésie française de pouvoir effectivement s'adapter au mieux aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Et effectivement, comme on a pu le rappeler, c'est qu'il existe déjà aujourd'hui des véhicules qui sont dotés de fonctionnalités à un niveau réduit d'aide à la conduite et même de conduite autonome. Donc aujourd'hui, ces outils-là ne sont pas utilisables sur la route, puisque aujourd'hui le code de la route nécessite qu'un véhicule soit maîtrisé par un conducteur. Il faut qu'il y ait un conducteur derrière le volant. Il faudrait que la réglementation évolue et effectivement c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir voir qu'il y a vraiment des compétences qui commencent à regarder ces éléments-là et que nous aussi on souhaiterait avancer sur ces questions-là, mais encore faut-il, parce que les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir voir comment une collectivité va intégrer une conduite autonome, par exemple, en Polynésie française, il faut penser à toutes les répercussions que cela est nécessaire dans la société polynésienne. Voilà, ça implique le véhicule, mais les conducteurs autour. Il y a l'environnement qui doit être pris en ligne de compte. Enfin, il y a tout un écosystème qu'il faut regarder sur comment fait-on pour avoir des conduites de véhicules autonomes avec des conduites de véhicules qui sont maîtrisés par des humains. Donc, que se passe-t-il lorsqu'il y a un accident ? Comment équiper les infrastructures, puisque un véhicule va devoir circuler en fonction d'informations qu'il collecte sur l'espace public et autour de lui et éventuellement à l'aide de capteurs. Donc est-ce que la collectivité doit investir aussi dans des capteurs pour permettre une sécurisation ? Donc il y a plein d'enjeux en fait. Ça implique qu'il faille, par exemple, moi quand je me balade avec mon vieux scooter, il faut que je rajoute des capteurs dessus pour que le véhicule autonome puisse voir que je suis dans son environnement. Pas forcément, ça dépend justement, comme on l'a rappelé Aurélia, de voir comment est paramétré l'algorithme, etc. Donc c'est là où en fait la collectivité va devoir définir ces éléments-là, mais avant de mettre en place des équipements, une réglementation, il faut pouvoir définir sur qu'est-ce que la Polynésie française et le Polynésien souhaitent autour de cette conduite autonome, par exemple. D'accord. Aurélia, tu peux nous donner des exemples concrets justement d'utilisation de l'intelligence artificielle qui pose problème en matière de droit ? Bon, il y en a plein, j'imagine, mais si tu peux nous donner un ou deux exemples de la vie de tous les jours ? Alors, dans la vie de tous les jours, je prendrai mon domaine de prédilection d'abord, à savoir le véhicule autonome. Le véhicule autonome va poser de nombreuses questions, et notamment en droit pénal et sur le plan de la responsabilité pénale, puisque une fois qu'on va avoir un système d'intelligence artificielle qui va prendre le relais sur la tâche de conduite et qui va commettre une infraction, comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser cette infraction ? Comment est-ce qu'on va pouvoir détecter l'intention aussi selon certaines infractions qui sont causées, et évidemment dans la mesure où le système d'intelligence artificielle est une chose et n'est pas une personne, comment est-ce qu'on va pouvoir... Qui est responsable ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le propriétaire de la voiture ? Est-ce que c'est le fabricant ? C'est très 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 vaste. Est-ce que le conducteur reste encore responsable, puisqu'on a le code de la route et le code pénal sur certaines infractions spécifiques qui prévoit que le conducteur sera responsable en cas de défaut de maîtrise du véhicule. Donc, oui, je suis en train d'y réfléchir en même temps. Oui, je vois que le champ est hyper large. Oui. Et que... Non seulement ça va poser des problèmes en droit, mais ça va aussi poser des problèmes en termes d'acceptabilité sociale en réalité, puisque on va avoir un système de délégation de conduite qui va commettre une infraction, ok. Après, on parle de véhicules autonomes en général, mais il faut savoir que le véhicule n'est pas véritablement autonome. On va avoir des degrés d'autonomie différents. Et en réalité, c'est là que ça pose le plus de problèmes en termes de responsabilité. Parce que, oui, il va y avoir des échanges de responsabilités. Oui. En fait, quand on est en autonomie partielle,
on a le conducteur qui garde encore Donc, il garde la le responsabilité. contrôle du système, de l'environnement, etc. Donc finalement, on va dire oui, c'est le système qui a commis l'infraction, mais tu devais surveiller. Donc, tu es responsable. Il va y avoir encore quelques discussions intéressantes à ce sujet. Emmanuel, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à la prise de décision dans un jugement ? Je reviens du côté plutôt du droit, on va dire, Du ou procès. pénal, oui. Alors, on parle beaucoup de justice prédictive. Peut-être que c'est un mot qui commence à tourner un petit peu. Et la justice prédictive, elle a plusieurs définitions. Et même en France, on n'est pas tous d'accord sur la définition selon la conception qui se cache derrière l'algorithme. Soit c'est un outil d'aide à la décision. Je parlais de probabilité tout à l'heure. Donc, l'algorithme va permettre de donner des probabilités. Probabilité qu'une personne soit dangereuse et recommette une infraction. Donc, on va essayer de prévoir la récidive. Probabilité qu'il ait effectivement commis l'infraction qu'on lui reproche. Probabilité avec la reconnaissance faciale que ce soit bien cette personne et pas une autre qu'on va reconnaître sur une surveillance vidéo, par exemple. Donc, c'est plutôt, aujourd'hui en tout cas, par rapport aux algorithmes qui sont mis en œuvre en France ou dans d'autres pays, on est essentiellement sur une aide à la décision. Maintenant, on peut aussi commencer à réfléchir et à anticiper les risques d'une substitution totale au juge. Mais alors, qui va être à même d'élaborer l'algorithme aussi ? On va remonter un cran plus haut. Qui va alimenter, qui va incrémenter cet algorithme et décider de qui, quoi, comment ? C'est bien ça la problématique. Alors aujourd'hui, les concepteurs d'algorithmes sont des informaticiens. Voilà. Alors forcément, il faudrait qu'ils soient encadrés par des juristes pour essayer de programmer leur machine de manière à ce que ce soit respectueux des droits de la défense, des droits à la vie privée, notamment. Mais c'est quelque chose qui est encore très, très flou aujourd'hui. Donc les outils d'aide à la décision qui interviennent ponctuellement sont issus de recherches essentiellement par des informaticiens. Alors ça va être de la collecte peut-être d'informations, ça va être... Voilà, aujourd'hui, alors la gendarmerie est très en pointe sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pas que l'utilisation, ils ont vraiment créé un centre de recherche où ils innovent et ils proposent leurs propres outils en matière d'intelligence artificielle, par exemple, pour... traiter de grosses masses de données, d'informations contenues dans des téléphones portables, par exemple. D'accord. De même pour la police, d'ailleurs. Ils ont un département qui est dédié à ça. Exactement. Et ils développent des choses qui vont concerner aussi l'ADN, comment l'outil d'intelligence artificielle va pouvoir aider à donner des probabilités de correspondance de simples traces d'ADN. Et là, on est bien sur l'utilisation de l'intelligence en termes... C'est un outil d'aide et non pas un outil de décision. Exactement. C'est encore un cap différent. Au niveau de la preuve, oui. Au niveau de la preuve. Mais ensuite, ça va poser tout un tas de problématiques sur l'acceptation de la preuve, la prise en compte par le juge, le degré de prise en compte et le risque que le juge déclare quelqu'un coupable parce qu'il y avait, alors cet arrêt que j'aime bien citer, 68% de chances que ce soit la personne qu'on a identifiée, mais ça veut dire qu'il y a encore un tiers de chances que ce ne soit pas elle. Et avec le risque d'un renversement de la charge de la preuve, où c'est à la personne de prouver que ce n'était pas elle. Ce qui est contraire aux règles actuelles en procédure pénale. En France, oui. Gilles, comment l'avocat que tu es appréhende ce genre de choses alors ? Ça fait un peu froid dans le dos quand on entend tout ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'avec ces nouveaux outils, eh bien, ça peut remettre en cause des fondamentaux, comme effectivement le doute qui doit profiter à l'accusé. Un accusé qui serait condamné avec seulement 68% de charge d'accusation, il y a 32% de place pour un acquittement. Donc en fait, c'est très problématique de voir que la décision peut être substituée à une machine, alors que l'humain, dans le cadre de la justice, c'est manifestement fondamental. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de supprimer les jurés populaires devant les cours d'assises. Oui, j'ai lu ça, oui. Ils sont remplacés par des juges professionnels, quand même. Mais c'est là aussi une étape où, petit à petit, on voit que on enlève l'humain dans le processus de la justice. Et ça pose des difficultés, parce qu'il y a beaucoup d'avocats pénalistes aujourd'hui qui sont contre cette réforme, en estimant que la décision prise par les jurés populaires, c'est le fondement de notre démocratie quand même. Ça veut dire que dans votre métier d'avocat, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider en collecte d'informations
et peut-être pour les compiler et ainsi de suite, mais certainement pas encore en décision. Tout à fait. Je pense qu'il faut aujourd'hui utiliser cette intelligence artificielle dans une aide à la prise de la décision, et notamment pour l'avocat, dans une recherche de jurisprudence, de texte, où effectivement on peut être, notamment en Polynésie, noyé par les textes pour trouver le bon texte applicable. Et effectivement, justement, là, cette intelligence artificielle pourrait permettre effectivement à l'homme de loi, à la fois le juge, l'avocat, de trouver la solution, dans un minimum de temps, avec précision. Et je crois que cet outil permettrait effectivement de contribuer à l'élaboration de l'œuvre de justice. Mais en revanche, je crois qu'aujourd'hui, on en est aux prémices, c'est vraiment précoce pour que la justice soit remplacée par une machine. Oui, c'est loin d'être simple. Aurélia, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait à terme être une solution pour réduire les accidents routiers, par exemple ? Alors, le véhicule autonome est créé justement pour réduire tout ce qui est accident dû à toutes les fautes humaines. Et donc, normalement, le véhicule autonome devrait réduire à 90% les accidents dus à une erreur humaine. Ça, c'est dans un monde merveilleux où il n'y aurait que des véhicules autonomes. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'en réalité, ça risque d'être plus compliqué que ça, puisque, encore une fois, on va lancer des véhicules sur lesquels on n'aura peut-être pas forcément de retour d'expérience sur certaines portions de route. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait aussi pas mal d'aménagements au niveau pour pouvoir créer, entre guillemets, une ville d'intelligence artificielle, si je puis dire, c'est-à-dire pouvoir équiper les bords de route de certains boîtiers pour permettre aux véhicules de pouvoir savoir où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'on va avoir un embouteillage plus tard, est-ce qu'il y a un accident qui a déjà été produit, est-ce qu'il va falloir réguler la vitesse, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des pays, on va dire, alors pilotes ou des endroits pilotes où ça existe déjà et où les tests sont faits ? Alors, en métropole, on a pas mal d'expérimentations qui sont faites déjà sur Paris, sur Lyon aussi. Je sais que l'Allemagne travaille aussi beaucoup sur le sujet, notamment en termes de responsabilité. Il y a aussi des expérimentations qui se font en Allemagne, mais pour le moment, au niveau du déploiement... Une fois encore, on est sur la théorie, quoi. On est sur la théorie, et en réalité, tant qu'on n'a pas réglé le cadre législatif qui va pouvoir entourer le déploiement de ce véhicule, je pense qu'on n'aura pas encore de véhicule autonome sur les routes d'ici là, et qu'il va falloir aussi traiter toutes les défaillances mécaniques possibles. Et de toute façon, quand je vous entends parler de ça, on voit bien que l'ensemble des problèmes que ça peut générer doivent être tous réglés les uns derrière les autres, donc ça ne va pas se faire tout de suite. Ça sera pas mais c'est là pour le moment. Lucien, en Polynésie, est-ce qu'on utilise déjà dans certains domaines, par exemple à la DT, est-ce que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle ? Non, pas actuellement, mais effectivement, la question qu'il y a pour toute administration, c'est comment consolider son système d'information et comment des aides à la décision permettent de l'utiliser et d'optimiser le traitement d'une information et de faire des actes administratifs des données. Donc du coup, ces éléments-là, Ça, c'est sur le côté administratif, mais sur un côté plus, on va dire, pragmatique ou concret, est-ce qu'on peut imaginer les transports en commun dirigés par intelligence artificielle ? Alors, oui, c'est possible. Moi, par exemple, en 2018, j'étais en mission dans mes précédentes fonctions en Chine, où j'ai pu essayer un autobus autonome. Voilà, oui, j'ai vu ça. Effectivement, en Corée aussi, ça pose une question de savoir, au-delà de la faisabilité technique, réglementaire ou d'infrastructure ou d'exploitation, il y a aussi vraiment cette question-là de l'acceptabilité sociale, de comment accepte-t-on de monter dans un bus où aucun des passagers n'a un volant pour pouvoir gérer quelque chose et de pouvoir mettre en place ces éléments-là en Polynésie française. Ça veut... vraiment, pour pouvoir se poser cette question-là, il faut vraiment se poser la question de c'est quoi notre société, parce qu'il faut vraiment dérouler effectivement le fil jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
si demain il y a des véhicules autonomes qui sont possibles, ça va régler beaucoup aussi de questions. Des personnes qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas conduire, des personnes qui ont des difficultés d'accessibilité à des systèmes de transport, Nos etc. Matayapo qui ne peuvent peut-être plus Donc il y a simplement vraiment utiliser des la voiture. opportunités qui sont mises en place, mais ça va même bouleverser toute l'économie de automobile en Polynésie française. Ça va remettre peut-être en question de savoir pourquoi j'ai besoin d'être propriétaire de mon véhicule, puisque du coup, si c'est une conduite autonome, je n'ai que l'appeler via une application et un véhicule viendra me chercher le matin pour aller au travail ou déposer mes enfants à l'école. Puis l'utilisation aussi peut-être de l'essence et ce genre de choses. Il va falloir... Donc, il y a vraiment tout un écosystème qu'il va falloir progressivement mettre en place. Il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui pour savoir finalement, puisque la Polynésie française est autonome sur ces éléments de droit routier et qu'elle a une stratégie de transport à mettre en œuvre pour les Polynésiens et pour tous les territoires de Polynésie française, il faut penser ces questions-là de si on met en place un droit routier qui s'applique à la fois à Tahiti comme sur l'île la plus éloignée de la Polynésie française. Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir un droit routier que pour une seule île. C'est au niveau de la Polynésie. Donc c'est ces questions-là sur lesquelles on va devoir plancher tous ensemble, mais ce n'est pas uniquement une question, je vais dire, d'administration, c'est aussi une question de société. Oui, et de faisabilité. Emmanuel, quand on voit le cadre qu'il va falloir définir qui est très très large, on peut estimer qu'on va commencer à avoir du concret dans quoi, 1 génération, 2 générations? Il y a déjà du concret dans certains pays qui fait très peur. On parlait de justice prédictive tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui est police prédictive, les caméras de surveillance dans les villes qui peuvent détecter et reconnaître les personnes, on en a beaucoup parlé aussi en France, il y a eu des expérimentations dans certaines communes pour anticiper les crimes, anticiper les infractions. C'est-à-dire qu'il y a une caméra, en fonction de l'attitude des personnes qui sont devant la caméra, donc l'intelligence artificielle est capable de détecter décider les mouvements de foule, de détecter des personnes avec des comportements suspects, de détecter et de reconnaître des personnes recherchées en faisant correspondre les fichiers. On y est déjà, ça. Sur certains aspects, oui. Mais aujourd'hui, il y a encore une distinction qui est faite en France, heureusement, entre la prévention et ensuite la partie procès pénal quand l'infraction a été commise. Aujourd'hui, on n'utilise pas la surveillance qui pourrait devenir une surveillance de masse pour démarrer le procès. Il y a encore une intervention de la police, de la gendarmerie pour aller se rendre compte sur place de l'infraction qui a été commise. Mais on pourrait très bien basculer dans l'utilisation des caméras dans les villes pour détecter l'infraction et lancer automatiquement le procès, la phase d'enquête sans distinction. Donc là, Gilles, ça ouvre, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, Gilles, ça ouvre obligatoirement... alors j'allais dire des options, mais les possibilités de considérer qu'à chaque fois qu'il y a vice de forme ou alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que la décision a été prise par une machine pour appliquer une décision par rapport à un humain. Donc, tout à fait. Je pense que ce qu'il va falloir bien regarder, c'est savoir qui est derrière la machine et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette machine et comment effectivement cela va devoir être encadré. On voit bien les limites du système. Ça fait référence à des anciens films qu'on a vus. Oui, le film Robocop, où on voyait ce policier automatisé qui allait intervenir par rapport à... Et c'est vrai que ces films anciens, mais trouvent aujourd'hui la réalité qui se retrouve face qui dépasse la fiction quelque part. Et donc, ça pose, comme vous l'indiquiez, des problèmes en termes de procédure pénale, en termes de droit de la preuve, en termes d'opportunité des poursuites, parce qu'effectivement, là, on vient de supprimer quelque part le rôle du procureur de la République, c'était une personne qui décidait de l'opportunité des poursuites. Or, aujourd'hui, on voit que ce serait une machine qui serait donc programmée pour décider si tel comportement constitue une infraction et tel autre n'en constitue pas. Donc, en faisant les recherches, j'ai vu que c'était déjà appliqué, par exemple, à un tribunal en Ontario, donc Canada, qui tranche pour des conflits entre voisins. Alors qu'ils ont donc pareil incrémenté différentes possibilités et c'est une intelligence artificielle qui prend la décision. Donc on y est déjà. Alors,
pour les poursuites. Moi, j'ai vu un autre exemple qui est tout à fait intéressant. C'était celui de justiciables qui avaient fait appel à un robot, justement, pour faire leur procès et qui avaient engagé des actions en envoyant des mises en demeure à des particuliers pour des problèmes de voisinage. Et manifestement, ce robot s'était trompé. Et donc, aujourd'hui, vous avez donc des justiciables qui engagent la responsabilité du robot et de la société éditrice du logiciel pour dire « mais votre robot, il a fait n'importe quoi. » Donc, mais en fait, on est en plein dedans. On a un exemple en France de robot qui rend la justice. On n'y pense pas, mais les radars automatiques envoient automatiquement, grâce à une antenne spécialisée qui envoie automatiquement les contraventions. Et donc, il y a une application d'intelligence artificielle qui a été implémentée dans certains radars pour faire une reconnaissance d'image, reconnaître la plaque d'immatriculation et la faire correspondre au fichier des cartes grises. Si la plaque a été volée, ça veut dire que la voiture a été volée, c'est pas la bonne plaque, et bien là, ça bloquerait le système pour ne pas envoyer la contravention à la mauvaise personne. Ça fera office de conclusion. Voilà. L'intelligence artificielle n'est donc plus de la science-fiction, mais bien une réalité quasi quotidienne maintenant. Elle est à nos portes. Et on n'en est qu'à ses débuts. Alors, merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que le colloque Intelligence artificielle et le droit de la métropole aux Outre-mer aura lieu ce vendredi 21 à la CCISM. Cette émission sera en replay. On peut la retrouver en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée avec TNTV.